Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la consolidation du chapitre 3. Ça va être effectivement une vidéo assez importante aujourd'hui puisque ça va faire le retour sur tout le chapitre sur la conservation de la matière et quelques transformations chimiques. Dans cet extrait, bien, on va faire le tour des questions de la consolidation à partir des pages 84 et plus, jusqu'à environ 87, je crois. Et puis, là-dedans, on va beaucoup travailler la conservation de la matière, donc le balancement de l'équation, la conservation de la masse, s'assurer que la quantité de réactifs en grammes est égale à la quantité de produit en grammes aussi, grammes, kilogrammes, bref, peu importe l'unité de masse. Et on va faire le tour de quelques réactions chimiques importantes. Commençons, parce que ça va déjà être une vidéo assez longue. Alors, comme d'habitude, je vous invite à d'abord faire vos exercices, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Faire vos activités vous-même pour se réveiller le cerveau, et puis venir vérifier vos réponses. Et si ça ne va pas, bien sûr, écoutez la vidéo en entier pour avoir des explications qui vont vous permettre d'être meilleur là-dedans. Alors, petite mise au point de l'appareil. Et puis, on peut commencer ça. Peut-être comme ceci. Pour être sûr de voir le bas de la page. Est-ce que c'est droit? Je vous entends pas. OK. Alors, une première question. Entourez là où les affirmations concernant les transformations chimiques qui sont vraies. Donc, celles qui sont vraies. Au cours d'une transformation chimique, la masse totale des réactifs, le nombre total d'atomes ainsi que le nombre total de molécules sont conservés. Attention, c'est vrai pour la masse totale, c'est vrai pour le nombre total d'atomes, mais ce n'est pas vrai pour le nombre total de molécules. Par exemple, une grosse molécule qui se décompose en plusieurs plus petites, ça peut se balancer quand même. Or, A, c'est pas vrai. À cause de ce qui mentionne ici, les molécules ne sont pas supposées être conservées. Elles ne sont pas obligatoirement conservées, en fait. B. Le balancement d'une équation met en évidence la loi de la conservation de la masse. Quand on balance une équation comme celle-ci, oui, ça met en évidence la conservation de la masse parce qu'on doit s'assurer que la quantité d'éléments est conservée de chaque côté. Alors, tous les réactifs deviennent des produits. Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C. La photosynthèse est un type de combustion lente. Non, c'est plutôt pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. La photosynthèse peut pas être une combustion lente parce que la combustion lente doit consommer du dioxygène et produire une transformation qui, généralement, va produire au moins un peu de chaleur. La photosynthèse, c'est le contraire. Elle va absorber l'énergie, celle du soleil, celle de la lumière, et elle va produire du dioxygène. Alors, ça, c'est pas vrai. Et D. La température d'ignition, le point d'ignition, d'une combustion spontanée est supérieure à la température ambiante. Ça veut dire, par exemple, il fait 22 degrés et pour que ça s'enflamme, il faudrait qu'il fasse 40 degrés. C'est pas vrai, c'est l'inverse. Souvent, les combustions spontanées vont se déclencher à des températures inférieures aux températures ambiantes. À cause de la mixture des éléments qui sont présents, ça abaisse le point d'ignition, ce qui fait que ça s'enflamme plus facilement. Donc, il n'y avait que B qui était vrai là-dedans. Bon. Pour la suite, écoutez, numéro 2, on en a beaucoup de balancement d'équations à faire. C'est normal, puis c'est bon. Je veux dire, ça prend de la pratique. Étant donné qu'il n'y a pas une méthode infaillible, genre étape 1, faites ceci, étape 2, faites cela, mais il faut se pratiquer pour que mentalement, là, dans notre cervelle, on trouve des petits trucs pour mécaniser tout ça. Il y a quand même des trucs, pas des trucs, comment je dirais ça? Il y a quand même des étapes à suivre. Comme commencer par la molécule la plus grosse, commencer par les éléments les plus rares et terminer avec les éléments les plus fréquents, ceux qu'on voit le plus souvent. Par exemple, dans la lettre D, il y a de l'oxygène dans les réactifs. Il y a aussi dans 2 des produits, on va balancer la quantité d'oxygène à la fin. Tandis qu'ici, dans la I, elle est beaucoup plus simple à balancer parce que chaque élément qu'on voit chez les réactifs se trouve seulement dans une molécule des produits. Vous allez comprendre à mesure qu'on en fait. Alors, balancer les équations suivantes. Qu'est-ce que je vais faire? Pour les premiers, regardez ce qu'on va faire. Pour les premiers, on va utiliser une feuille à part pour faire nos démarches. Il faut toujours laisser des traces de ces démarches là-dedans, idéalement. Même si des fois, c'est vrai, ça peut se faire mentalement. Vous allez remarquer que pour les suivants, on va y arriver plutôt mentalement. On va réfléchir à haute voix. Et puis, on va parvenir à les faire quand même. Mais au début, un petit truc là pour
des petits conseils de base pour balancer des équations. On va commencer avec la première. N2 plus H2 produira NH3. Alors, je vais utiliser mon bon vieux cartable que j'avais au secondaire. Ici. Et on va réécrire cette réaction chimique. C'est vraiment pratique de refaire ça. Ça nous donne plus d'espace. La chose par contre qui est importante, c'est de faire attention à bien transcrire l'équation sans faire d'erreur. Alors, H2 plus N2 va produire NH3. Je vais commencer par donner une ligne sur laquelle je vais écrire le coefficient qui présente la quantité d'atomes de dihydrogène qui vont être présents, plus le coefficient pour la quantité de diazote. Flèche à droite qui va dire ces réactifs vont se réorganiser, les atomes vont se réorganiser en molécules de produits NH3. OK, alors si on imagine qu'on met un 1 devant tout ce monde-là, est-ce que notre équation est balancée? Séparons ça, là où il y a la flèche de la transformation chimique, et faisons un décompte. Il y a combien d'hydrogène au total à gauche du côté des réactifs? Bien, si on met une molécule de chaque sorte, l'hydrogène on le trouve ici seulement, une fois H2, ça veut dire une molécule de dihydrogène comme ça, deux atomes d'hydrogène attachés ensemble. Ça veut dire qu'au total, hydrogène H, on en a deux. Combien est-ce qu'on a d'azote? Ben, même principe, la molécule c'est du diazote, donc deux boules d'azote attachées ensemble, deux atomes d'azote, N2. Pourquoi vous avez fait 3 lignes entre les deux? Ben, l'azote fait des liens triples, regardons ça. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a comme quantité d'éléments chimiques? On a supposé qu'on avait une seule molécule de NH3. Une molécule de NH3, ça ressemble à quoi cette bébête-là? Je vous disais, l'azote fait 3 liaisons. N, il veut faire 3 liaisons. Tiens, 1, 2, 3. Avec qu'est-ce qu'il va faire ces 3 liaisons-là? Ben, avec les 3 atomes d'hydrogène qui sont là. Attention, le 3 qui est ici est un indice pour la quantité d'hydrogène et non pas un indice pour la quantité d'azote. Hein, les indices s'appliquent seulement à l'élément qui les précède. La seule façon que ce ne soit pas à l'élément qui précède, c'est s'il y avait une parenthèse et que le 3 était appliqué à la parenthèse. À ce moment-là, c'est tout le contenu qui serait multiplié par 3. Alors, étant donné qu'on a 3H et que l'azote veut faire 3 liaisons, c'est à ça que ça ressemble, une molécule de NH3. Ça veut dire qu'on a quoi de ce côté-ci? Côté hydrogène, on en a 3. On voit que c'est différent de l'autre côté. Et côté azote, il n'y en a qu'un seul. Si on place des 1 devant tout le monde, la quantité n'est pas égale. La loi de la conservation de la matière n'est pas conservée. On aurait fait apparaître un hydrogène et disparaître un azote. Or, la matière n'apparaît pas et ne disparaît pas. Elle peut être transformée, elle peut être réutilisée, mais elle doit être présente. Tous les atomes ici doivent être présents à droite. Qu'est-ce qu'on regarde là-dedans? Ben, on peut commencer par celui qu'on veut. Moi, je commencerai par le premier pour ne pas me mélanger dans mes étapes. Le premier, c'est l'hydrogène que je vois dans la liste. Je vois qu'il en manque à gauche, puis il y en a un surplus à droite. Je ne peux pas en retirer. Je ne peux pas dire je vais retirer ça, je vais barrer le 3, puis je vais mettre un 2. La molécule, c'est vraiment des molécules de NH3, puis de l'autre côté, on fournit seulement H2. J'ai pas le droit non plus d'écrire genre plus H, puis de balancer mon équation comme ça. Tout ce que je peux faire, c'est modifier les coefficients, c'est-à-dire modifier le nombre de fois que ces molécules-là sont présentes. C'est ce que je vais faire. Je vais imaginer donc qu'au lieu d'avoir une seule molécule de H2, si j'en avais deux, hein, si je place le coefficient 2 ici, ça veut dire que j'ai 2 fois cette molécule-là, ce qui me donnerait 4 hydrogènes en présence. Je vais changer ça pour un 4. Je regarde de l'autre côté, mais c'est plus égal, c'est pas encore égal, parce que de l'autre côté, j'ai quand même 3 hydrogènes, puis là maintenant, j'en fournis 4. Il faut qu'il y en ait la même quantité. Je me pose la question, de quel côté est-ce qu'il manque de l'hydrogène? C'est à droite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter le nombre de fois que cette molécule est produite. Supposons que cette réaction produit 2 molécules de NH3, ça veut dire que cette molécule-ci serait présente 2 fois. 2 fois ce groupe me donnerait 6 atomes d'hydrogène. 1, 2, 3, et fois 2, ça fait 6. Je vais changer ça pour un 6. Ben là, tu comprends qu'on va finir par y arriver à balancer la quantité d'hydrogène. Si on change ceci, qu'on a mis un 2 là, si on le change pour un 3, on multiplie par 3. Si notre coefficient devient 3,
qu'est-ce qu'on a devant nous maintenant? Ben, avec 3 molécules de dihydrogène, j'ai 6 atomes d'hydrogène. 3 fois 2, 6. Ce qui me permet d'équilibrer la quantité d'hydrogène des deux côtés. Il me reste à vérifier la quantité d'azote. Du côté gauche, ça n'a pas changé. J'ai toujours une seule molécule de N2, donc 2 azotes. Mais à droite, en multipliant la molécule de NH3 par 2, j'ai aussi 2 atomes d'azote qui sont maintenant présents. Donc ça ne vaut plus 1, ça vaut 2 de ce côté-ci. Tu vois, la modification qu'on a faite pour obtenir la bonne quantité d'hydrogène a entraîné un changement sur la quantité d'azote. Et maintenant, ben oui, on voit que les quantités sont respectées. On a autant d'atomes d'azote et d'hydrogène chez les réactifs que chez les produits. Comment on a réussi à faire ça? En utilisant 3 molécules de dihydrogène, une molécule de N2, de diazote, et en produisant 2 molécules NH3. Nos coefficients sont donc 3, 1 et 2. On va laisser la ligne vide quand le coefficient vaut 1, puis on va transcrire notre réponse ici. Une fois N2 seulement, donc N2, plus 3 fois le dihydrogène, donc 3 fois H2, va produire 2 fois NH3. Alors encore là, faire bien attention de ne pas se tromper quand on retranscrit l'équation. On va travailler de façon semblable pour le suivant. H2 plus Cl2 va produire HCl. Quand je dis de façon semblable, c'est qu'au fur et à mesure, on va diminuer la quantité de dessin qu'on fait. Alors, H2 plus Cl2 va produire HCl, le fameux acide chlorhydrique qu'on utilise souvent dans les exemples. Alors, combien de H2, combien de Cl2, combien de HCl? On fait notre séparation. Combien on a d'hydrogène à gauche? J'en vois 2. Donc, 2 fois pour l'hydrogène. Du chlore aussi, avec l'indice 2, ça veut dire qu'il y a 2 atomes de Cl, 2 atomes de chlore. Puis à droite, un hydrogène et un chlore. Alors, une fois H et une fois Cl. Donc, on voit tout de suite qu'il manque la molécule HCl à droite, parce que si on l'a une seule fois, HCl, on a un H et un Cl, il en faudrait plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va doubler cette quantité. Pourquoi? Ça va nous permettre d'avoir 2 hydrogènes, comme ça. Alors, en doublant la quantité de HCl qu'il y a à droite, ceci, ça devient 2, mais le chlore aussi, il devient 2. Puis, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a la même quantité d'hydrogène que de chlore des deux côtés. Qu'est-ce qu'on a à gauche? On n'a rien changé pour la quantité d'hydrogène, rien changé pour la quantité de chlore, 1, 1. Mais pour le HCl, le chlorure d'hydrogène, on a dû utiliser 2 fois cette molécule-là. On va donc mettre un 2 en tant que coefficient. Ce qui va devenir simplement H2 plus Cl2 produira 2 fois HCl. Procédons de la même façon pour Al plus S va produire Al2S3. Donc de l'aluminium et du soufre pour faire une espèce de sulfure de trisulfure de dialuminium. C'est pas les plus compliqués qu'on a au début, mais ça nous permet de réviser l'ordre dans lequel on fait nos étapes, nos opérations. Al2S3. Je sépare et je cherche la quantité de chaque substance qui doit être présente. Donc, le nombre de molécules ou le nombre d'éléments. En comparant ça, sans faire de dessin, je vois tout de suite que j'ai un seul aluminium, un Al, et un seul soufre à gauche, alors qu'à droite, Al2 veut dire 2 fois l'aluminium. S3, on se rappelle, le 3 ne s'applique pas à l'aluminium, s'applique seulement au soufre ici. Donc, 3 soufres. Il me manque de l'aluminium à gauche chez les réactifs. Je vais donc modifier ceci pour dire, ben, supposons que ça ne prend pas un seul atome, peut-être que ça en prendrait 2 atomes d'aluminium. Ainsi, j'aurais la même quantité de chaque élément. T'sais, en mettant aluminium une fois, c'est pas assez. Donc, aluminium une deuxième fois. As-tu remarqué que je ne les ai pas attachés ensemble, je ne les ai pas collés ensemble? Ce n'est pas une molécule de dialuminium, c'est 2 fois l'élément d'aluminium. 2 fois la substance qui s'appelle l'atome aluminium. Et c'est semblable pour le soufre. J'avais un seul soufre, S. C'est pas suffisant pour produire la molécule de Al2S3. J'ai besoin de plus de soufre que ça. J'en ai besoin de 3. Je vais mettre le coefficient 3. 3, ça veut dire que j'ai 3 fois l'élément soufre. 1, 2, 3,
qui sont présents ici. Puis ça me permet d'avoir la même quantité d'éléments de chaque côté. Alors, nos coefficients seraient 2, 3 et 1. 2, 3 et 1, ce qu'on va transcrire ici. 2 fois AL plus 3 fois le soufre produiront AL2S3. Alors, un dernier exemple complet comme ça. On va faire la combustion de l'éthane, comme ça. Avec le dioxygène. Ah, c'est pas de l'éthane, ça. Ben oui, c'est de l'éthane. Avec le dioxygène pour faire CO2 et H2O. Je dis combustion parce que je reconnais ici l'utilisation du dioxygène pour brûler un composé, un genre de carburant, de carbone et hydrogène. Alors, on va écrire cette équation-là. La combustion du C2H2. Combien de molécules de C2H2? 6. Combien de C2H6? Puis comment je vais l'illustrer, ça? Écoute, normalement, cette molécule-là, l'atome de carbone, tu le vois, il est dans la 4e famille, fait qu'il veut faire 4 liaisons. Tu as 2 atomes de carbone, fait que ces deux-là vont s'attacher ensemble. Puis qu'est-ce qui va se passer avec les 6 hydrogènes? Ils vont aller autour. H de chaque bout, comme ça. Tu n'es pas obligé de savoir exactement la structure de cette molécule-là au niveau là, en 3D, là, comment elle serait attachée ensemble. Tu aurais pu faire juste un paquet de 2 atomes de carbone avec 6 atomes d'hydrogène accrochés après. C'est une façon correcte de la représenter pour le moment. Alors, c'est une combustion, ça nécessite donc du dioxygène et ça va produire, comme dans beaucoup de cas de combustion, CO2 et H2O. Mais quelle quantité de chaque substance? On sépare et on compte. Alors, la molécule de dioxygène, c'est 2 atomes d'oxygène attachés ensemble. La molécule de C2H2, c'est celle-ci. CO2, c'est 1 carbone avec 2 oxygènes. 1 carbone avec 2 oxygènes. Et H2O, c'est 1 oxygène avec 2 hydrogènes. O avec H. Alors ça, c'est nos quantités de départ. Si on a une molécule de chaque sorte, voici ce qu'on a devant nous. Est-ce qu'on a la même quantité de carbone, d'hydrogène et d'oxygène des deux côtés? Je mets oxygène à la fin parce que je le trouve dans plusieurs molécules. Ça peut le rendre difficile à balancer si je commence avec lui. Donc, je vais terminer avec celui-là. Combien on a de carbone de chaque côté? À gauche, j'en vois 2. À droite, il n'y en aurait qu'un seul. Combien il y a d'hydrogène à gauche, j'en vois 6. À droite, on n'en voit que 2 chez les produits. Et de l'oxygène, pour le moment, il y en a 2 à gauche et 1, 2, 3 à droite. Commençons donc avec soit l'hydrogène ou le carbone. Pourquoi pas commencer par le carbone, puisque c'est le premier élément qu'on rencontre de gauche à droite dans l'équation. J'en ai 2 à gauche, un seul à droite. Il en manque à droite. Qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser une deuxième molécule de CO2. Donc, CO2 va être présent une deuxième fois. Si on utilise 2 molécules comme ça, qu'est-ce qu'on a devant nous? On aura 2 carbones. Oui, on vient de changer la quantité d'oxygène. On la comptera plus tard quand on sera rendu à lui. Alors, regardons pour l'hydrogène. Nous en avons 6 à gauche. Nous en avons seulement 2 à droite. Ben, tu te dis, c'est facile, il manque de l'hydrogène à droite. Il faut plus de molécules H2O. Alors, une seule va m'en donner 2. Pour en avoir 6, il faudrait que j'en utilise 3. Alors, avec 3 molécules de H2O, oui, j'aurai 6 hydrogènes. Maintenant, recomptons notre quantité d'oxygène. On n'a pas changé nos coefficients à gauche. On a donc toujours 2 atomes d'oxygène, mais à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, 7 parce que H2O, on le fait intervenir 2 fois de plus. Comme ça, 2 fois de plus. Donc, je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Et là, on est devant un joli problème. Parce que pour avoir 7 atomes d'oxygène à gauche, on est un peu embêté. Pourquoi? Ils viennent en paquet de 2. Comme des paires de bas que tu achètes, les paires de bas, ils viennent en paquet de 2. Tu ne peux pas aller au magasin et dire, je vais acheter une chaussette. Ils viennent toujours en paquet de 2. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se dit, si on utilise le coefficient 3, 3 fois 2, ça fait 6 oxygènes. C'est pas suffisant. Si on utilise le coefficient 8, okay? Pas 8, mais 7. Voyons, qu'est-ce que je fais là? Si on dit 3, 3 fois 2, c'est pas suffisant. Si on dit 4, 4 fois 2, ça fait 8, c'est trop. En fait, pour arriver à 7, il faudrait être en 3,5, mais on ne peut pas écrire ça 3,5.
À chaque fois que tu vas arriver dans une situation comme ça, où est-ce que tu as un nombre impair de substances à droite, par exemple ici, tu vas avoir un nombre impair d'oxygène, alors qu'à gauche, tu auras toujours des quantités paires, il faut que tu ailles du côté où est-ce que c'est impair, donc à droite ici, et trouver la molécule qui l'amène en quantité impaire. La quantité de CO2, j'ai beau augmenter celle-là, là, j'aurai toujours un nombre pair d'oxygène. C'est elle, parce qu'il vient à l'unité, c'est celle-là qui vient modifier tout notre beau balancement. Et si on écrit un nombre impair devant ici, on va toujours obtenir une quantité qui sera impaire à la fin. Fait que je vais le changer pour un 4. Mais non, mais là, ça va tout changer notre quantité d'hydrogène. Oui, c'est pas grave. Sais-tu pourquoi? On va tout arranger ça. Alors, revoyons tout ça. Si on utilise 4 molécules d'H2O à la fin, si on produit 4 molécules d'H2O, là, tu vas voir, on va finir par y arriver. Des fois, c'est plus long, des fois, c'est plus court. Je te montrerai la méthode courte après. Alors, cette fois-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 fois l'oxygène. Du côté gauche, j'en ai que 2. Si je veux avoir 8 atomes d'oxygène, je vais inscrire un 4 ici. 4 fois 2, ça fait 8 oxygène. J'en ai 8 de chaque côté. Mais attention, en mettant une molécule d'eau de plus, j'ai plus d'hydrogène. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hydrogène. Alors, je suis rendu à 8 pour l'hydrogène. De l'autre côté, je n'en ai que 6. Il en manque. Il en manque beaucoup. La seule façon d'avoir plus d'hydrogène, c'est d'augmenter la quantité de C2H6. Faisons apparaître cette molécule-là une deuxième fois chez les réactifs. Mais on va la multiplier par 2. En la multipliant par 2, ça veut dire 2 fois plus de carbone. On arrive à 4. 2 fois plus d'hydrogène, on arrive à 12. 4 carbone, 12 hydrogène, 8 oxygène. Voyons comment on peut arranger ça de l'autre côté. 4 carbone, pour ça, il va falloir plus de molécules de CO2. On voudrait 4 molécules de CO2 en tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier notre 2 ici pour un 4. En utilisant 4 molécules de CO2, à la fin, nous aurons 4 carbone. On change notre quantité d'oxygène et d'hydrogène aussi, parce que regardez, on est rendu à 12 pour l'hydrogène, puis on est à 8 de l'autre côté. Donc, on en veut plus à droite. On en veut plus. Quel nombre je devrais placer devant H2O? Quel coefficient devrait être présent afin d'obtenir 12 hydrogènes? Ben, 6. Si on utilise 6 ici, donc je la dessine encore et encore, donc je l'aurai 6 fois. Encore et encore comme ça. Là, j'ai mes 12 hydrogènes. Je viens de changer mon oxygène. Mais on recompte, on recompte. Hey, c'est pas grave. Sais-tu, tu vas avoir à faire ça plusieurs fois. C'est juste du comptage. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est une tâche très ardue? Non, on fait juste recompter et recompter. Alors, combien j'en ai de l'oxygène? Avec mes 4 molécules de CO2, là, 4 fois cette bébite-là, j'en rajouterai une autre ici. Moi, j'ai pas beaucoup d'espace. En mettant 4 fois, j'ai 8 oxygènes ici. 9, 10, 11, 12, 13, 14 oxygènes en tout. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Et 8, 14 oxygènes en tout. Et là, je me rends compte que la seule chose qui n'est pas balancée ici, c'est ma quantité d'oxygène à gauche. Quel nombre je devrais mettre comme coefficient? Je devrais le changer une troisième fois. Quel nombre je vais mettre ici pour avoir 14 oxygènes? Ben, ça me prend 7. Avec 7 molécules de O2 comme ça, j'en aurai 14. Ce qui va me permettre de balancer l'équation avec 2, 7, 4 et 6. Ouf! Ça a été long, celle-là. 2, 7, 4 et 6. Elles ne seront pas toujours longues comme ça, là. 2 fois C2H6 plus 7 fois O2 va produire CO2 plus H2O. CO2 plus H2O. J'ai oublié de mettre les quantités. 4 CO2 et 6 H2O. Ils ne seront pas toujours aussi longues. Ben non. Est-ce que je vous donne le petit truc tout de suite ou j'attends un peu? Pour les gens qui sont un petit peu plus forts en calcul mental, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ben, souvenez-vous au moment où on était coincé comme ceci, on avait une molécule de C2H6, on était en train de déterminer la quantité d'oxygène,
Là, de l'autre côté, on avait quoi? On avait déjà nos 2 CO2. On avait déjà placé à 2 CO2 plus H2O. H2O qui était à 3 fois, je pense, que ça. Ouais, pour avoir la quantité d'hydrogène. Souvenez-vous quand je vous ai parlé du nombre impair et du nombre pair. Quand je vous disais, ouais, mais à droite c'est impair, à gauche c'est pair. Regardez les quantités, on a 2C, on a 6H, on a 2O. Puis à droite, on a 2C, on a 6H, mais on a 1, 2, 3, 4, 5O ici. Là. On est avec 5 oxygènes. Donc, 1, 2, 3, non, on n'a pas 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 oxygènes. Parce que 2 fois 2, ça fait 4. Et 3 fois 1, ça fait 3. 4 plus 3. Et là là. Donc, quand on était à cet endroit-là tantôt, je vous disais, on a une quantité impaire d'oxygène à droite, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Ben, regardez, ce qu'on peut faire de différent, c'est dire, mettre le coefficient 3, ça nous en donne 6. Mettre le coefficient 4, ça nous en donne 8. Il faudrait être entre les deux. Genre, entre 3 et 4, 3,5. Tu sais, genre 3,5. On ne peut pas le laisser à 3,5. C'est vrai que 3,5 fois 2, ça fait 7. Puis ça fonctionnerait. On n'a pas le droit de le laisser là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait comme dans une recette de cuisine qui te dit d'utiliser un demi-œuf. On multiplie toute la recette par 2. On va tout doubler. Alors, parce que je veux éliminer ma demi qui est ici, je vais multiplier tous les coefficients que j'avais déterminés par 2. Si je multiplie par 2 de tous les côtés, je garde le balancement d'équation. Je ne modifie pas les proportions. Puis qu'est-ce que j'obtiens? Je vais obtenir 2. 2 fois 3,5, ça devient 7. 2 fois 2, ça devient 4. Et 2 fois 3, ça devient 6. Alors, mes coefficients que je vais utiliser sont 2, 7, 4 et 6. Et c'est exactement ceux-là qu'on avait trouvé tantôt. Alors ça, c'est une petite tour de passe-passe qu'on peut utiliser pour, à chaque fois qu'on a des équations qui nous donnent des quantités impaires d'un côté, puis qu'on voudrait arriver avec une demi, on peut écrire la demi, mais après ça, on multiplie tout par 2 et on utilise les nouveaux coefficients dans notre réponse finale. Bon, pardon, pressons un peu le pas pour faire les suivants. Le prochain dans la liste, on a NaN3 qui va produire Na et N2. Alors, qu'est-ce que je vois, moi, de ce côté-ci? Je vois un atome de sodium à gauche, un à droite. C'est égal. Je regarde les quantités de N, l'azote. J'en ai 3 à gauche, j'en ai 2 à droite. Je vais donc essayer de trouver le plus petit multiple commun à ces deux indices-là. 2 fois 3, c'est 6. Alors, je peux me ramasser avec 6 comme indice. Comment je fais pour avoir 6 fois l'azote? Il me faudrait 2 molécules de NaNO3. Donc, je vais écrire 2 fois NaN3 va produire. Combien de sodium il va me falloir? Bien, si j'ai 2 sodium à gauche, il m'en faut 2 à droite. Donc, je vais mettre 2 Na. Et le N2, pour en avoir 6, parce que j'avais choisi que comme multiple commun, j'avais besoin de 6. Pour en obtenir 6, il faudrait que je mette 3 en avant. Donc, 3 fois N. J'ai maintenant une équation balancée. J'ai autant de sodium de chaque côté et autant de N2 ici, autant d'azote de chaque côté. Tu vois, des fois, ça va beaucoup plus vite. On dirait que des fois, ça saute aux yeux. Pour le suivant, qu'est-ce qu'on a? On a F2, je sépare, et je vois que j'ai 2 fluors à gauche, un seul à droite. Donc, je pense que ça va me prendre le coefficient 2 juste ici. Pour l'hydrogène, 2 fois, ben, grâce aux 2 que je viens de placer devant, j'ai maintenant 2 hydrogènes, ça va bien. Pour l'oxygène, 1 fois, et puis là, 2 fois. Donc, je manque d'oxygène à gauche, je vais doubler cette quantité. En doublant cette quantité, je viens de modifier ma quantité d'hydrogène. 2 fois 2, ça fait 4 hydrogènes. Donc, à droite, il en faut 4 aussi. Si j'en place 4 à droite, je viens de changer ma quantité de fluor. 4 fluor. Donc, si je veux 4 fluor, il faut que j'en mette 2 ici. 2 fluor, 2 molécules d'eau, 4 molécules de HF et 1 molécule de O2. C'est l'équation balancée. 2F2 plus 2H2O va produire 4HF. Et là, tu te dis, ouais, mais on a juste à tout diviser par 2, ça va faire une quantité plus petite. On peut pas. On peut pas parce que la quantité d'oxygène, c'est un seul. Et si on divise par 2, on obtiendrait une demi-molécule, puis on ne peut pas écrire une demi quand on arrive à l'équation finale.
Ensuite, en G, nous avons le magnésium. Un magnésium, un magnésium. Un hydrogène, deux hydrogènes. Donc, je sais tout de suite qu'il en manque à gauche. Je vais doubler cette quantité-là. 2H, 2H. 2 fois Cl, 2 fois Cl. C'est déjà balancé comme ça. Donc, magnésium plus 2HCl va produire MgCl2 plus H2. Encore une fois, un message aux maisons d'édition, plus d'espace pour que les étudiants puissent écrire leur réponse. NaCl, le suivant. Et H2O va produire NaOH, H2 et Cl2. OK. Alors, j'ai un sodium, ça va bien. Un chlore, deux chlores. Il manque du chlore à gauche, je vais placer un 2 devant ici. Mais en plaçant un 2, j'ai maintenant 2 fois Na. Donc, j'ai besoin de 2 sodium à droite. Je vais placer un 2 ici aussi. 2 Na, 2 Na. 2 Cl, 2 Cl. Élément suivant, H2. J'en ai 2. Et là, attention, à droite, on les compte comme il faut. 2 fois NaOH, ça veut dire 2 fois H. J'en ai 2. Plus 2, je suis rendu à 4. J'ai 4 hydrogènes à droite, seulement 2 à gauche, il en faut plus. Donc, je vais placer un coefficient de 2 ici. 2 fois 2, 4, c'est égal. Il reste à compter l'oxygène. 2O, et 2 fois NaOH, ça veut dire 2 oxygènes. Une dernière vérification. 2Na, 2Na, 2Cl, 2Cl, 4H, 1, 2, 3, 4, et 2O, 2O, c'est parfait. Les coefficients sont donc 2 NaCl plus 2 H2O vont produire 2 fois la molécule de base NaOH plus H2 plus Cl2. Le suivant, le bicycle, BiCl3 plus H2S, HCl, BiCl. Ça ne devrait pas être trop compliqué non plus. Un bismuth, deux bismuths. On va placer un 2 ici tout de suite. 2 bismuth, 2 bismuth. Le chlore, 2 fois 3, ça fait 6. Je veux 6 chlore, je vais placer un 6 devant ici. 6 chlore. Ensuite, l'hydrogène, j'en ai 2, j'en ai 6. Donc, je vais tripler cette molécule-là. 3 fois 2, ça fait 6 hydrogènes, comme de l'autre côté. On compte les S, 3 fois le soufre, et, ben oui, 3 fois le soufre. C'est déjà balancé. 2, 3, 6, 1. 2 fois BiCl3, plus 2, c'est tout petit, plus 3 fois H2S. Je pense à certains de mes élèves là, qui écrivent très gros avec les lettres. Ça ne doit pas rentrer facilement ici, ça. On va produire 6 HCl et une fois la molécule de trisulfure de dibismuth. Le bis 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait une synthèse, on prend deux composés, on en fait un seul, donc on fait une synthèse d'acide sulfurique. Comptons nos quantités et terminons avec l'oxygène, parce que l'oxygène, il y en a beaucoup dans chaque molécule ici, il y en a, fait qu'on va le faire à la fin. Donc, commençons par S en premier, après ça on fera l'hydrogène. Un S, oui, parce que le 4, il s'applique seulement à l'oxygène ici. Un S, tout va bien. Les H maintenant, parce que je dis que je ferai l'oxygène à la fin. 2H, 2H. Tout va bien. J'ai la même quantité de S, même quantité de H. On regarde les O. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est déjà balancé comme ça. Alors, ça reste tel quel. SO3 plus H2O va produire H2SO4. Bon. Une qui n'était pas longue à faire. Ça se peut que les coefficients soient tous 1. Rappelez-vous, quand c'est 1, on ne les écrit pas. OK, on a des grosses bébites ici, là. Le coquerot. Potassium 2 fois. Potassium 1 fois. On va placer un coefficient 2. Chrome 1 fois. Chrome 1 fois. Ça va bien. Oxygène 4 fois. Oxygène 4 fois. Ça va bien. Ba 1 fois. Ba 1 fois. OK. Chlore 2 fois. Chlore 2 fois. Je fais la distribution, là. 2 potassium, mais 2 chlore aussi. Ben voilà, c'est déjà balancé. Fait que ça avait l'air énorme, puis finalement, c'est juste que c'est des molécules un peu plus longues à écrire dans leur formule. K2CrO4 plus le Bacil, BaCl2, va produire BaCrO4, BaCrO4 et 2 fois KCl.
Et la dernière de cette série, N2H4 plus H2O2 du peroxyde va produire N2 plus H2O. Là, c'est le H qui est présent un peu partout, alors c'est lui que je vais faire en dernier. Je vais commencer avec le N. J'en ai deux. J'en ai deux. Tout va bien. Je vais regarder l'oxygène. J'en ai deux. J'en ai un. Alors, on va le doubler. Boum! Et là, je suis rendu à la quantité d'hydrogène. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis de ce côté-là, 2 fois 2. 2 fois 2, 4. Alors, j'ai besoin d'avoir 6 à gauche. J'en ai juste 4 à droite. Je vais augmenter cette molécule-là. Je vais en mettre une de plus. Ça va me rendre à 6. On va passer un 3. En faisant ça, j'ai 2 N de chaque côté. J'ai 6 H de chaque côté. Mais là, mon oxygène vient de changer. Tu vois? 3 fois l'oxygène. Et ici, j'ai 2 fois l'oxygène. Je peux me chercher mon multiple commun. Ça serait 6. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir 6 oxygènes de chaque côté? Je vais devoir placer un 3 ici. 3. Parce que 3 fois 2, ça fait 6 oxygènes. Et pour en avoir 6 à droite, on va y aller avec un 6 aussi. De même. Hop là. Attends un petit peu. Je pense que j'ai sauté une étape. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sauté une étape quand je disais N2, N2, 6H, 3. OK. Qu'est-ce que j'ai manqué? Ben non, c'est vrai. Ça serait 4, c'est pas 6. Parce qu'ici, ils viennent en paquet de 2, mais ici, ils viennent à l'unité. Si je place un 2 ici, puis je place un 4 à droite, pas 6, je me suis trompé. Si on met 4 seulement, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez ce qu'il y a devant nous. 4 fois O, 2 fois 2, 4 fois O, ça va. 2N, 2N. 4 fois H2, qu'est-ce qu'on a maintenant? On en a 8. Hein? 4 fois 2, 8. Qu'est-ce qu'on a ici? 4. Et 2 fois 2, 4. Donc 4 plus 4, 8 aussi. Donc tantôt, j'ai failli me tromper en ayant mis un coefficient trop gros. Qu'est-ce que ça aurait fait? Bien, j'aurais probablement réussi à balancer mon équation avec de beaucoup plus grands coefficients. J'aurais remarqué que tous les coefficients sont pairs et j'aurais pu les diviser par 2 ou par 4 et revenir à la forme la plus simple qui est celle-ci. Une fois le N2H4 plus 2 fois peroxyde H2O2 va produire N2 plus 2, pas 2 fois, 4 fois. 4 fois H2O. J'ai voulu aller trop vite, ça a été mon erreur. Ça nous fait quelques équations de plus de pratiquer, mais je te conseille encore le petit jeu là, sur Internet, là, réaction solitaire. Juste à écrire ça dans Google, c'est via le site AlloProf. C'est très bien pour s'entraîner davantage.